à tous, bienvenue à Recrio dos Bandeirantes, à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, c'est une connaissance du monde sur le monde qui nous entoure, l'époque dans laquelle nous vivons, et plus particulièrement la solitude que ça crée à l'intérieur de nous. Alors, j'interviens dans le cadre du temple bouddhiste à Gente da Praia, qui se trouve donc à Recrio, et où j'ai un rôle aussi de lama, le lama Tupé. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors d'abord je suis Sébastien Lièvre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis naturopathe depuis un peu plus de 20 ans et on va dire que je baigne dans le taoïsme depuis 30 ans. C'est un petit peu ma façon à moi de voir la vie et c'est sous cet angle-là que je vous le propose, en sachant que dans le temple bouddhiste, nous avons aussi une vision qui peut être indienne, que Nicolas partage. La vision bouddhiste, ça serait plus Pascal. Et voilà, c'est un temple bouddhiste qui se veut ouvert à toute confession et totalement dans la lignée Dzogchen, qui justement est de vivre dans la vie. Et quand on vit dans la vie, on accepte tout ce qui se passe autour et on essaye d'y trouver une partie de la vérité. Parce que j'insiste toujours, mais on n'a pas la vérité, on a une partie de la vérité. Et nous sommes entre amis, et aujourd'hui, je vous propose de parler du yin et du yang, mais avec je dirais un rapport à ce qui nous entoure et qui est relié aux cycles qui sont autour de nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie est cycle. Il y a toujours un début et une fin. Il y a un début à la vie, il y a la mort, il y a un début de l'année, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère nord. Vous venez de passer par ce point bas du soleil et vous allez repartir sur un cycle qui est un cycle solaire, mais il y a, à mon avis, des tonnes de cycles. Alors on peut parfois s'attarder sur l'astrologie ou bien encore un petit peu plus haut sur les constellations, mais la vie est faite de cycles. Et aujourd'hui, ce que nous vivons est un cycle bien particulier aussi, qui est, à mon avis, en train de se terminer. Alors, il se termine pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'a jamais atteint des niveaux aussi importants de cette énergie du yang. Du moins, c'est ce qu'on voit manifester, cette énergie du yang. Je vous rappelle une chose, le yang, c'est la contraction. Vous avez deux forces qui existent, la force d'expansion et la force de contraction. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une force de contraction extrême. On peut le voir dans nos vies de tous les jours par l'excès du mouvement. Le mouvement, c'est le yang. Par tous ces moteurs à explosion qui sont autour de nous. L'explosion, c'est le feu. C'est le feu qui prédomine dans notre société. Tout ce qui est atomique, c'est aussi de l'énergie. C'est encore pour faire des choses. Faire des choses, c'est l'énergie du yang. Se reposer, rien faire, c'est l'énergie du yin. Donc ce monde que l'on a autour de nous, il est vraiment en ce moment dans une explosion de cette énergie yang. On le voit aussi avec les armes à feu, puisqu'en fait, quand on voit les budgets qui sont donnés par les gouvernements au système militaro-industriel, on n'a jamais atteint des niveaux aussi hauts, et ça montre bien qu'encore une fois, c'est le yang qui prédomine. Alors je vous rassure, yang est court, donc ça veut dire que c'est puissant, c'est fort, mais ça ne dure pas très longtemps. Yang est court, yin est long. C'est pour ça que chez les marathoniens, vous trouverez quasiment que des végétariens parmi les premiers. Parce qu'il faut être dans la durée. Alors que, à mon avis, Usain Bolt mange peut-être pas mal de viande parce qu'il doit être explosif et rapide. Donc cette période que nous vivons est une période qui va être relativement courte, mais intense. Si on regarde un petit peu plus ce yang qui tourne autour de nous, eh bien, vous verrez que la matérialité, c'est aussi le yang. Là où la spiritualité, c'est l'opposé de la pièce, eh bien, en fait, c'est le yin, c'est l'expansion. Donc, cette matérialité, je pense qu'on n'a jamais été aussi fortement baigné
de tout ce qui nous entoure, de toutes ces choses que l'on veut posséder et que l'on doit aussi protéger. Si on regarde un petit peu les lois, nous voyons qu'il y en a des tonnes. Plus il y a de lois dans une société, plus elle est matérialiste. Moins il y en a, plus elle est spirituelle. Je pense que chez les Indiens Patacho, il n'y a pas beaucoup de lois. C'était vraiment un peuple qui vit beaucoup plus proche de la nature et de la spiritualité que notre monde à nous, qui est très matériel. Les possessions sont énormément présentes dans notre monde. Je possède ma voiture, je possède ma femme, je possède mes enfants, je possède mon travail. La possession, si je le fais avec mes bras, vous voyez, c'est attraper les choses et les garder. Ça, c'est l'énergie du yang. L'énergie du yin, c'est d'ouvrir les bras. Quand vous ne savez pas si c'est yin ou si c'est yang, référez-vous toujours à vos mains. Au moins, ça court-circuite le cerveau et ça vous permet d'avoir une connexion immédiate avec ce que vous voyez. Si vous voyez de l'expansion, c'est l'énergie du yin. Si vous voyez la contraction, c'est l'énergie du yang. Et on n'a jamais tenu autant aux choses qui nous entourent et on n'a jamais voulu autant frapper ce qui nous entoure et qui veut nous prendre. Donc voilà, ça c'est vraiment pour poser le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est dans une hyper-activité où le moteur à explosion, on va dire, est hyper prédominant. Et même au niveau de l'alimentation, si on regarde bien, je pense qu'on n'a jamais autant élevé d'animaux pour les manger. Or, ce que je vous expliquais quand je vous parlais du physique, du yin et du yang, je vous disais que l'animal contient beaucoup d'énergie yang, là où le végétal contient beaucoup d'énergie yin. Et donc, plus vous mangez de viande, plus vous devenez yang, et plus vous serez tiré, il y a beaucoup de chances vers la matérialité. Donc, même notre alimentation a quand même basculé du côté du yang. Mais vu que la nature est parfaite, eh bien, le corps, lui, cherche toujours à retrouver des équilibres quand il est dans les extrêmes. Et c'est pour ça que si on regarde le monde autour de nous, eh bien, cette hyper-matérialité, elle est compensée par des grands yin. Ces grands yin, nous allons les trouver dans la drogue. Nous allons les trouver dans l'alcool. Nous allons les trouver dans une recherche de spiritualité. Je parle bien d'une recherche de spiritualité qui est une recherche de l'ego à aussi s'en sortir, et non pas un contact direct avec la nature comme les Indiens Patacho pratiquent. Et je parle vraiment d'une recherche de spiritualité pour échapper à la matérialité. Et nous insistons beaucoup dernièrement au niveau du temple sur le New Age et comment il est apparu. Mais il est apparu parce que le cycle lui permet d'apparaître. Les cactus n'apparaîtront pas en Amazonie. Ils apparaîtront dans un endroit chaud et sec. Et bien, il en va de même du New Age. Si le New Age est apparu, c'est justement parce qu'il y a cette énergie qui nous entoure, qui nous pousse dans la matérialité, et le réflexe de l'ego, c'est de chercher dans la spiritualité quelque chose. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce New Age n'est pas traditionnel. Ce sont des choses qu'on a pris des traditions et on a refait un tableau pour permettre aux gens d'échapper à la matérialité. Mais les choses qui sont dites dans New Age sont, pour la plupart, justes. La seule problématique, c'est la façon dont on va le pratiquer, et tant que votre ego est emprisonné dans son bocal, comme on parlera tout à l'heure, eh bien vous verrez que vous tournerez vers New Age, alors que quand l'ego commence à se libérer, vous tournerez vers tout ce qui est traditionnel, et vous reviendrez au début des choses où c'est direct, c'est spontané, c'est clair. Et voilà, nous allons reparler un petit peu de tout ça un petit peu après. Une chose en plus qui nous montre cette histoire de plonger dans l'hyper-matérialité aujourd'hui, c'est l'importance que l'on accorde
aux mémoires. Si vous regardez bien le New Age, désolé, je reviens encore sur le New Age parce que c'est un bon exemple, eh bien en fait, il est énormément basé sur les mémoires akashiques. Pourquoi je suis comme ça, c'est à cause de mes mémoires, et du coup il faut que je soigne mes mémoires, et on se concentre sur les mémoires, on fixe notre regard sur les mémoires. Je vais vous remettre au tableau ce que je vous ai expliqué il y a quelques jours dans la vidéo précédente. Vous avez l'homme. Cet homme vit avec en dessous de lui le yang. Et au-dessus de lui, le yin. Ce qui est au-dessus de lui, c'est ce que l'on appelle la métaphysique. Cette métaphysique, ce sont les astres, souvent que l'on va voir à l'œil nu, puisqu'en fait, les premières observations traditionnelles sont vraiment liées à ce qu'on voit à l'œil nu. Donc vous avez les astres, vous avez les constellations, et c'est tout ce qui s'intéresse un petit peu quelque part à ce qu'on appelle l'astrologie. Ensuite, vous avez l'homme qui est un petit peu au milieu, et si on descend dans le bouddhisme, on appelle ça l'inframonde. C'est là que domine l'hypermatérialité. Et un homme équilibré devrait être entre les deux. D'ailleurs, il y a un symbole qui est très intéressant, c'est celui-là. Yang, Yin, au même niveau, avec l'homme, au milieu. Et là, vous êtes dans un état d'équilibre. Alors, je ne prône pas l'équilibre à tout prix. Ce qui est important, c'est d'expérimenter la vie, et pour moi, le plus en conscience possible. Donc, voir quand je suis trop dans le métaphysique, voir trop quand je suis dans l'inframonde, et voir quand je suis au milieu. Mais il n'y a pas une expérience parfaite. Il nous faut vivre toutes ces expériences, ou pas, pour, je dirais, avoir une conscience très large de la vie et pouvoir en parler. Dans cet inframonde, eh bien, c'est là que sont les mémoires. Tout ce qui a été vécu de hyper matériel, qui a fait mal, bien souvent, même si dans les mémoires, il y a aussi des bons moments, mais surtout ces mémoires qui sont reliées à la difficulté, à la souffrance, et celles-là, elles sont dans l'inframonde. Vous y retrouverez aussi toutes les entités et autres choses qui traînent autour de nous et qui sont des formes de vie en décomposition. L'homme se trouve au milieu. Le but, c'est de jouer avec tout ça. On a conscience des mémoires, oui, pourquoi pas, mais on a conscience aussi de la métaphysique. Et tout le but de la gnose, qui est enseignée dans ce temple bouddhiste ici à Rio de Janeiro, c'est d'essayer de vous présenter un petit peu tout ça, parfois sous un angle indien, parfois sous un angle plus tibétain, et parfois sous un angle plus chinois, c'est-à-dire taoïste, ce que moi j'essaye de vous présenter. Plus l'être humain devient matériel, plus il va vivre dans les mémoires. Et là, vous avez deux solutions. Soit il les rejette parce que c'est trop difficile et il va occulter tout ça, soit il plonge dedans et c'est parti mon kiki pour le New Age. Le New Age, c'est vraiment de plonger dans les mémoires, de trafiquer les mémoires, de se prendre un petit peu pour Dieu, parce que quelque part, on essaye d'effacer quelque chose, mais tant qu'on n'a pas la face opposée, je vous l'ai expliqué lors de la dernière intervention, c'est difficile de vraiment s'équilibrer. Donc c'est un piège de partir trop dans les mémoires. Les constellations familiales, c'est très bien, pourquoi pas. Mais si c'est repris par l'ego, attention, il y a danger. Surtout qu'à ce niveau-là, prennent beaucoup de choses qui se nourrissent de vous. On en reparlera sûrement une autre fois. Donc voilà, le principe, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, le cycle qui nous est proposé est quand même un cycle, surtout, je répète, dans l'hémisphère nord, qui est un cycle basé sur les mémoires et l'inframonde. Dans l'hémisphère sud, c'est un petit peu différent. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi l'hémisphère sud, pourquoi pas l'hémisphère nord, et pourquoi ce serait différent ? Je vais vous répondre simplement. Observez l'eau
qui s'écoule d'un lavabo, si vous êtes dans l'hémisphère nord ou si vous êtes dans l'hémisphère sud. Vous avez vu? Ça ne tourne pas dans le même sens. Donc ne croyez pas que tout ce qui se passe dans l'hémisphère nord se passe dans l'hémisphère sud. L'hémisphère nord a envahi l'hémisphère sud avec son système sociétal, mais l'énergie qui est présente n'est pas exactement la même. D'ailleurs, je le ressens quand je suis ici à Rio de Janeiro. Nous sommes dans l'hémisphère sud et je peux vous dire que l'énergie n'est pas la même. Voilà. Ça s'est posé et puis ensuite on va continuer un petit peu et comprendre ce que cela crée de vivre dans l'inframonde. Vivre dans l'inframonde, c'est vivre dans une grande solitude. Et tant que vous n'aurez pas vu, pris conscience de cette solitude dans laquelle nous vivons, plus vous aurez du mal à voir tout ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que cette solitude me renferme sur moi-même. Et donc, je suis incapable de voir tout ce qui est autour de moi. C'est ce que je vous disais à propos du puzzle il y a quelques jours. C'est que tant que toutes les pièces ne sont pas sur la table, vous aurez du mal à avoir une vision large de la vie. C'est ce qu'on appelle aussi la macrobiotique, c'est une vision large de la vie. Bon, elle a été très mal comprise dans les années 70, c'est parti dans les extrêmes, mais c'était pas comme ça qu'elle avait été présentée par George Ohsawa. Et voilà, c'est bien dommage, mais c'est très humain et c'est très logique avec cette hypermatérialité dans laquelle nous vivons. Ça ne pouvait aller que vers ça. Donc, cette solitude, elle est due à quoi? Elle est due au phénomène de vivre au plus proche de l'inframonde. Cet inframonde, ce sont les mémoires. Ces mémoires, ce sont des douleurs, des souffrances et une mort psychique de l'ego. J'insiste sur cette notion de mort psychique parce qu'en fait, c'est là qu'est le centre du problème. Lorsque nous avons vécu quelque chose de très difficile, eh bien, c'est venu toucher à notre ego. Et notre ego a eu peur de mourir. Cette peur de la mort a entraîné chez lui un besoin de se protéger. Et donc, cette protection, ce repli sur soi, va avoir causé des distorsions par rapport à ce qui l'entoure. Donc, comprenez bien que l'inframonde, s'il est trop présent dans votre vie, vous avez tout ce champ mémoriel qui est autour de vous, et il imprègne votre vie. Et cela crée une grande solitude. Et cette solitude, elle est tout simplement faite, c'est je dirais une protection de l'ego, une carapace, un bocal, puisqu'en fait je parle de bocal dans mon livre, quand je vous parle de bocal, c'est un petit peu ça, de protection. Alors, quand je vis dans un bocal, je me coupe du monde. Par contre, c'est calme dans mon bocal. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, imaginez que vous prenez un bocal que vous mettez, je ne sais pas, peut-être dans la mer déchaînée, l'eau du bocal, s'il est stable, ça ne bouge pas trop. Par contre, la mer autour, elle bouge. Et ça fait peur. Ça fait peur à l'ego. Il n'a pas envie de re-rencontrer les traumatismes qu'il a vécus. Donc, du coup, il se met dans un bocal, l'eau est tranquille à l'intérieur, il est protégé. Ce bocal, il peut avoir plusieurs couches. Plus il est épais, et moins je vois à travers. Comprenez bien ça. Plus les couches sont épaisses, moins je vois à travers. Alors l'épaisseur des couches, elle peut être due à deux facteurs. Vraiment un traumatisme très fort. Ou bien plusieurs traumatismes que nous cumulons. Et dans ce cas-là, il y a une première couche, une deuxième couche, une troisième couche.
Et du coup, ben voilà, on vit dans notre petit bocal et puis on regarde dehors, mais à travers cette paroi. Et ça crée une énorme solitude. Parce que quand on est dans le bocal, on n'est pas en connexion avec tout ce qui nous entoure. Donc, essayer de ressentir ça, c'est que vraiment, quand on rentre dans un conflit qui est à l'intérieur de nous, ou du moins quand notre ego relance tous ces systèmes de défense, eh bien, je n'arrive plus à être au contact de ce qu'il passe, de ce qu'il se passe. Dans le sens où j'ai l'habitude de vivre avec une personne qui est très instable. Et mon ego, il y a très très longtemps, a été blessé par l'instabilité. Et donc, quand je vis avec cette personne, ce que je vois, c'est souvent son instabilité. Et donc, j'ai peur. Donc, je construis dans mon bocal et je suis dans mon bocal. Et quand je regarde cette personne, ce que je vois, ce n'est pas vraiment la personne dans sa globalité. C'est juste ce que j'en vois à travers mes filtres. Et il est possible qu'un jour, je rentre fatigué du travail, et puis cette personne me dit quelques mots, et là, je prends la mouche tout de suite. L'histoire, c'est que je l'ai vu à travers mes filtres, et j'ai pas compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de problème. Cette personne était très stable. Et du coup, c'est moi qui démarre. Donc voilà, comprenez bien que ce bocal, son épaisseur, vous empêche de voir ce qui est. Dans le bouddhisme, on a cette nature Bouddha. Je dirais que cette nature Bouddha, c'est cette nature qui permet d'être partout, surtout en dehors du bocal. Et quand on est dans notre petit ego, eh bien en fait, on est dans le bocal. Cette nature Bouddha, eh bien vous pouvez la trouver quand vous avez la clarté sur les choses. Maintenant, vous avez compris que la clarté, ça vous permet de tout voir. Et vous voyez clair, pas à travers une paroi. Ça permet énormément de compassion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre bocal, donc vous pouvez aller dans le bocal des autres, vous pouvez vous promener partout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez comprendre l'autre. C'est aussi la confiance. Parce qu'une fois que vous comprenez comment le monde fonctionne, vous avez compris que ce ne sont que des interactions, des cycles, que c'est la vie qui dirige quand même beaucoup ça, et pas beaucoup votre ego, et ça crée une confiance. Ne cherchez pas la confiance, c'est une confiance qui va arriver alors que vous ne l'attendez pas. Toutes ces natures Bouddha, ce sont des natures qui sont spontanées. Si vous recherchez la confiance, si vous recherchez la clarté, si vous recherchez la compassion, vous vous plantez. Parce que c'est spontané. Ça arrive tout seul. Pas besoin de technique. Par contre, ça demande un état bien particulier. Et cet état, votre ego, il va vous empêcher quand même d'y aller. J'ai parlé de la confiance, j'ai parlé de la compassion, j'ai parlé de la clarté, et on peut parler aussi d'équanimité. L'équanimité, c'est quoi? C'est, il se passe quelque chose autour de moi, je vois avec clarté, je comprends ce que dit l'autre, et du coup, ça ne déclenche pas en moi un système de protection de l'ego. Donc, je reste au niveau émotionnel relativement stable. Je vais être un petit peu touché, je dis pas, parce que quand on voit un enfant qui est dans la rue et qui n'a rien à manger, c'est pas forcément si facile à regarder pour mon ego. Mais par contre, si ma nature Bouddha est présente, eh bien, je peux regarder ça sans qu'il y ait ces émotions qui montent, puissantes, et donc c'est ce qu'on appelle l'équanimité. Et puis, il y a aussi cette notion d'omniprésence. Cette omniprésence, dans la nature Bouddha, c'est en fait de se mettre en connexion directe avec chaque chose qui est autour de vous. Vous ne passez pas par le mental, vous ne réfléchissez pas, c'est spontané, vous voyez ce qui est. Alors peut-être que les Indiens Patachos, dans ce qu'ils présentent, c'est un petit peu des connexions directes qu'ils ont avec les plantes, et ils arrivent à en sortir les propriétés positives, négatives, en ressenti direct. Et non pas en ayant fait des analyses chimiques de la plante, en ayant trouvé telle molécule, etc. Ils ne passent pas par ça. C'est direct, spontané. C'est ce qu'on appelle la conscience omniprésente. Voilà, toutes ces qualités que je viens de vous donner, eh bien, c'est quand vous êtes en dehors du bocal. Et puis quand vous êtes à l'intérieur du bocal,
eh bien, vous allez développer des pathologies. La paranoïa, voir une chose alors que ce n'est pas la chose, un grand manque de confiance, de la peur, des émotions fortes. Voilà, c'est très intéressant. Et le but, je vous rappelle, dans le yin et dans le yang, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Par contre, essayons de voir ce qui est, pour ce qu'il est. Et puis si on accepte de commencer à poser toutes les pièces du puzzle sur la table, eh bien, croyez-moi, spontanément, il y a des choses qui se passent. Et ça, c'est vraiment important. C'est cette confiance que vous devez avoir. Si vous ne l'avez pas, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans la nature et elle vous la donne gratuitement. Soit vous vous rapprochez d'une personne que l'on dit un maître, mais qui n'a rien d'un maître. Il est juste une personne qui a cette conscience. Et du coup, il arrive, de par son énergie, à vous emmener vers cette conscience. Donc je vis dans un bocal, parce que mon ego a peur. Vous verrez que ce bocal, vous en trouverez les contours quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes dans un système hormonal qui est avec des hauts et des bas, une grande instabilité. Vous le verrez, voilà, dès que votre énergie baisse, quelque part, vous baissez en énergie, vous vous rapprochez. Je suis désolé, mais je vais dire le mot mort, puisque quand on a zéro énergie, on est mort. Et donc, en fait, quelque part, ça vient se faire sonner une petite sonnette dans votre ego, dans votre tête, par rapport à la mort. Et du coup, l'ego se met en mouvement, et il ne veut surtout pas aller vers ça, et il va faire ressortir les systèmes de défense qu'il a mis en place. Tout ça parce que vous êtes fatigué, vous avez des perturbations hormonales importantes. Et voilà, la fatigue physique entraîne ce genre de choses. Donc, remerciez la fatigue physique. Les filles, remerciez ces moments quand vous approchez de vos règles, parce que justement, ça vous donne des informations sur ce qui se passe autour de vous et la façon dont ça vous touche. Donc, prenez ça comme des choses positives et non pas comme des choses négatives. C'est juste un changement de vision et vous verrez que c'est très intéressant. On a deux réactions quand on est dans notre bocal. C'est soit on veut détruire le bocal de l'autre, soit on se réfugie dans notre bocal encore plus. Donc c'est pour ça qu'il y a deux actions qui existent aujourd'hui, une yin et une yang. L'action de la lutte contre, c'est pour ça qu'on a des armées, c'est pour ça qu'on a des lois, ou plutôt des armées on va dire. La lutte contre, c'est les armées, et puis la protection de soi, ce serait plutôt les lois. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Un côté yin, un côté yang. Donc plus une société a des militaires et a des lois, plus vous êtes sûr qu'elle vit dans un système où l'ego est très 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 puissant. Et c'est une histoire de cycle. Nous sommes dans un cycle qui correspond à cela. Nous changerons quand nous changerons, parce que de toute façon, je ne sais pas. Et nous verrons bien ce qui s'y passe. Par contre, observons ce qui se passe autour de nous, parce que ça, c'est une partie de la vérité. Et ne partons pas dans des cogitations ou des théories où nous risquons de nous perdre. Vivre dans un bocal, c'est bien, ça nous protège, mais on s'y sent quand même très seul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va y mettre des choses. Ces choses, ce sont vos cacahuètes. C'est ce à quoi vous tenez. Parce que quand on vit dans cette grande solitude, on se sent vraiment en dehors de la vie. Et donc, il faut mettre quelque chose à l'intérieur qui nous fait croire que on possède la vie. Et toutes ces possessions, qui sont votre conjoint, vos enfants, votre voiture, votre travail, il n'y a pas 50 trucs, parce que généralement, on a fait un peu le tour. Ça peut être la famille aussi, en général. Eh bien, ces cacahuètes vous font exister, parce qu'en fait, elles vous donnent un rôle. Votre travail vous donne un rôle. Votre voiture vous donne un statut social. Votre épouse vous reconnaît dans vos qualités. Et puis vos enfants, vous voyez à travers eux, puisqu'en fait souvent ils vous ressemblent, et quelque part vous ne vous sentez pas tout seul, parce qu'ils sont comme vous. Et puis au moins, tout ça fonctionne sans vous faire peur. Et c'est là qu'on va aller dans cette notion de groupe. J'ai la sensation qu'il n'y a jamais eu autant de groupes qu'aujourd'hui.
les groupes Facebook, les groupes Tupperware, les groupes politiques, les groupes religieux, les groupes sportifs, les groupes spirituels. Si vous observez un petit peu autour de vous, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans des groupes. Alors certains diraient des boîtes, c'est exactement ça. Comprenez bien une chose, c'est qu'un groupe, c'est un bocal. Pourquoi? Parce que dans un groupe, tout le monde suit les mêmes règles. Or, si tout le monde suit les mêmes règles, tout le monde vit dans la même sécurité. Et donc, votre ego est content, il est en sécurité, il vit dans un groupe et tout va bien. Si je prends le groupe d'une famille, prenez les familles italiennes, on connaît quand on regarde les films américains sur l'immigration aux États-Unis et ces familles qui se sont créées, eh bien, la famille italienne est vraiment quelque chose de très très puissant. Cette notion de famille, c'est on a tous les mêmes règles. Et donc si on a tous les mêmes règles, eh bien nous sommes en sécurité. Admettons que tout le monde dise par exemple la vérité, eh bien si tout le monde dit la vérité, on est dans une grande sécurité. Admettons que tout soit ordonné, bien ordonné, eh bien on est dans une grande sécurité. Vous prenez une personne du groupe qui n'a pas cette vision, eh bien en fait elle va mettre en panique le groupe. Et qu'est-ce qui va se passer? On va la sortir du groupe. C'est ce qui arrive dans de nombreuses familles catholiques ou autres. Quand une personne pense différemment, eh bien on la sort du groupe parce que ça met en péril le groupe. Donc tous ces groupes existent. Le nationalisme, dont parle beaucoup Pascal, c'est aussi une notion de groupe. On est arrivé dans un extrême groupe. Ce que j'ai beaucoup aimé avec les Indiens Patacho Herae, c'était vraiment cette notion de peuple. En fait, ils ont la notion, je dirais, d'un mode de fonctionnement et non pas d'un système qui protège. Et quand ils m'ont demandé de quel peuple j'étais, j'ai répondu français. Mais il y a un truc qui collait pas, et on revient vraiment dans cette histoire de nationalisme, où aujourd'hui, quand je dis français, j'ai l'impression de toucher à un truc nationaliste. Et je suis désolé, mais on devrait parler de civilisation, on devrait parler de société ou de peuple, mais c'est vrai que cette histoire de nation nous montre à quel point nous vivons dans le yang et dans une grande solitude. Donc voilà, ce groupe, il existe, et surtout, il est là pour vous protéger. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous vivons dans un bocal pour nous protéger. Nous vivons avec des cacahuètes, parce que ces cacahuètes, elles nous permettent de ne pas être tout seul. Elles nous permettent d'avoir un rendu de ce que l'on est, parce que quand on vit en solitude, croyez-moi, on n'est pas vraiment dans la vie. Et puis, eh bien, on va faire partie de groupes qui nous permettent de nous sentir protégés. Et c'est un petit peu comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui. Les changements sont en cours. Je vous rappelle que Yang est court, donc ça va être intense, surtout dans l'hémisphère nord. Et ça ne va pas durer trop longtemps. Ça compte quand même en termes d'années. Mais laissons le Yang et ceux qui le pratiquent le plus. Là, je vous laisse regarder les vidéos de Pascal sur ce qui est ces deux peuples qui dirigent un petit peu la planète en ce moment. Et il vous expliquera beaucoup mieux que moi d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont. Et voilà, ils font partie du cycle. Ils sont là pour emmener tout le monde dans le yang. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que plus grand la face, plus grand le dos. C'est-à-dire que plus cette matérialité est importante, plus il y a une spiritualité qui a pris aussi de la puissance. Et c'est pour ça un petit peu que je dirais que le but de notre temple, c'est vraiment d'essayer de partager ça. C'est que derrière cette hyper-matérialité, il y a aussi une hyper-spiritualité qui est possible. Et aujourd'hui, on peut vraiment la toucher de façon très puissante. Et c'est ce qui va
se passer, c'est qu'en fait, en allant dans l'extrême yang, pour ceux qui vont rester, je dirais, collés à l'ego, eh bien en fait, ça va aller à l'extrême pour finir par exploser et retrouver peut-être autre chose. Mais ça, on n'en sait rien. Moi, je vous parle juste de ce qui est autour de moi. Le taoïsme, c'est ça, c'est observer ce qui est autour de nous, le comprendre le plus simplement possible. C'est pour ça que je ne parle que de yin et de yang. Bien sûr qu'il y a les 5 éléments, ça existe, je vous en parlerai une autre fois, mais ce ne sont que les couleurs de ces deux énergies qui animent chaque chose. Je vous propose de vous accompagner dans ce genre de vision. Ce n'est pas une thérapie en soi, parce que pour moi, nous ne devons pas avoir un but à atteindre, mais plus tendre vers quelque chose. Donc, nous ne sommes pas là pour soigner, nous sommes là pour éveiller, pour ouvrir. Et s'il y a besoin de thérapeutes spécifiques, ok, ça existe, c'est très bien, on pourra s'en servir, mais ce que je vous propose, moi, c'est d'aller vers un éveil à tout ça. Et vous verrez, il se passe des choses spontanément. C'est ça la magie de la vie. Si j'ai appelé mon site internet Avida Magica, c'est vraiment pour comprendre cette magie de la vie, où quand on pose toutes les pièces du puzzle, eh ben, il se passe des choses en nous, et on ne cherche rien, et on n'utilise aucune technique. Et c'est ça la magie du yin et du yang, du Tao qui a donné naissance à ces deux forces, et qui ont créé toutes les choses. Donc, bienvenue dans le monde du taoïsme, un monde de simplicité, et un monde où on peut... Alors c'est une religion et pas une religion. Ça peut devenir une religion si on dit que c'est Tao qui a créé la polarisation et ça crée toutes les choses. Donc dans ce cadre-là, c'est une religion. Mais ça peut être aussi une philosophie dans le sens où je vois la vie, je l'intègre en moi, et ensuite il se passe quelque chose de spontané et non pas une poursuite d'une religion ou d'un système quelconque qui vous ramène dans un groupe qui rassure votre ego. Méfiez-vous quand votre ego vous dirige vers un but. Si vous avez un but, méfiez-vous. Essayez plutôt d'observer ce qui se passe autour de vous, sans but, et voyez comment l'ordre apparaît alors que vous ne l'avez pas cherché. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, un petit peu plus détendu que les autres fois, je commence à m'habituer un petit peu à la caméra. Je vous souhaite une excellente journée dans cette belle vie qui est autour de nous, parce que le mal et le bien, c'est que votre ego qui vous le montre. Votre nature Bouddha vous montre les choses totalement sous un angle différent. Voilà, ciao ciao, à la prochaine, portez-vous bien, et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas à aller voir les chaînes du Temple parce qu'il va vous être présenté d'autres façons de voir les choses. Et je dirais qu'on a tous une vibration spécifique et on est au diapason d'une chose ou d'une autre. Donc certains iront vers le bouddhisme, certains iront vers le taoïsme, d'autres iront vers l'hindouisme. Il n'y a pas, ou le catholicisme, je ne rejette pas du tout les religions occidentales, les musulmans, les catholiques ou les juifs. Tout ça, c'est la même chose à la base. Et tout le monde se rejoint, et tout le monde se rejoint dans notre temple, puisqu'en fait, nous proposons de pratiquer toutes ces religions avec quand même le bouddhisme en point de départ. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.